C'était juste aussi pour dire que effectivement le méthylphénidate c'est un des médicaments, enfin les médicaments en base de méthylphénidate ce sont des médicaments qui sont observés à la loupe depuis maintenant 2007 et non pas uniquement par la, enfin pas uniquement par la France mais également par l'ensemble de l'Europe, qu'un certain nombre d'harmonisations de différents AMM de ces médicaments ont été réalisées. Également qu'un plan de gestion de risque a été mis en place parce qu'on voit qu'il y a des problèmes alors, à la fois de détournement et puis d'augmentation de consommation anormale de ces médicaments. Voilà. Bien, merci Nathalie et bonjour à tous. Et merci aux organisateurs de me donner l'opportunité finalement de donner à THS la primeur de ces résultats d'une enquête réalisée en PACA-Corse. Alors la primeur n'est pas tout à fait vraie. La primeur, je l'ai bien entendu d'abord délivrée aux centres qui ont participé à cette enquête sur la région, mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai l'honneur et la chance de présenter ces résultats à un congrès. Donc c'est en effet une étude qui s'est déroulée en PACA-Corse et qui avait donc pour objectif, je vais y revenir, d'étudier les pratiques d'injection intraveineuse et autres détournements, donc du méthylphénidate en PACA-Corse. Alors le contexte de cette étude, c'est avant tout, comme vient de le rappeler Nathalie, celui d'un produit, et pas n'importe lequel, le méthylphénidate, qui a obtenu en France l'AMM en 1995, c'est-à-dire longtemps après notre pays finalement, dans tout d'abord le traitement du TADA chez l'enfant de plus de 6 ans. Ensuite, ce même produit a obtenu une AMM en 2001 dans une autre indication, mais en traitement de deuxième intention dans la narcolepsie, en cas d'inefficacité du modafinil, et aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant de plus de 6 ans. Et enfin, à compter de 2003, il y a eu d'autres formes galéniques à libération prolongée qui ont été disponibles. C'est un produit pour lequel le potentiel de dépendance était connu et avéré, reposant sur tout un faisceau d'arguments, comme vous le savez bien, données de pharmacodynamie notamment, les études animales positives, les données humaines aussi bien expérimentales que dans la vraie vie, puisqu'on bénéficiait de données ici de pays où le produit était disponible depuis longtemps. Et c'est fort de ces arguments qu'en France, certes, l'AMM a été donnée, mais avec des conditions de prescription et de délivrance assez particulières, puisque ce produit est inscrit au tableau des stupéfiants. Alors je parle sous le contrôle de la chef du département stupéfiants et psychotropes. C'est un produit, comme vous le savez, dont la rédaction peut être faite sur une ordonnance sécurisée, avec une durée maximale de 28 jours, et fait partie de ces produits pour lesquels il est nécessaire d'avoir une prescription initiale hospitalière annuelle, qui est réservée à un certain nombre de spécialistes, partant du principe que ce sont ces spécialistes-là qui vont bien poser l'indication initiale, l'indication médicale de ces traitements, comme elle vient d'être rappelée. Et enfin, le méthylphénidate a fait partie de ces produits qui sont mentionnés dans le fameux arrêté du 1er avril 2008, où il est dit qu'il faut mentionner sur l'ordonnance le nom du pharmacien qui délivre. Et bien entendu, entre les prescriptions initiales hospitalières, tout médecin peut le faire, mais à condition d'avoir cette fameuse prescription faite par le spécialiste qu'il faut à chaque fois montrer également à la pharmacie. Donc tout ça, vous vous rappelez le cadre, mais vous en êtes parfaitement conscient. Mais il était important de le rappeler parce que, justement, pourquoi avons-nous eu l'idée de faire cette étude en PACA-Corse en 2010 ? Eh bien, c'est parce que dans notre travail de CLIP, et j'ai la chance d'être responsable de celui de PACA-Corse depuis le départ à la retraite de Jocelyne Arditi en septembre, eh bien, j'ai repris donc l'émission de ce CIP, dont je connaissais un petit peu le domaine puisque je m'occupe de l'enquête Opidum dont on a beaucoup parlé, mais c'était aussi pour moi l'occasion en septembre 2010 de faire connaissance avec toutes les structures spécialisées de la région. Et c'est lors de ces rencontres avec l'Exapa et Carud, en allant sur place rencontrer les équipes, pour préparer la fameuse enquête Opidum qui a lieu chaque année au mois d'octobre, qu'en fait, et surtout que c'est au cours de la même journée, que deux centres pourtant très différents en termes de typologie de patients, eh bien, ont rapporté comme ça, en question ouverte, non dirigée sur ce produit, le fait qu'ils étaient inquiets. Et le terme inquiet était un vrai terme, c'est pas une interprétation de ma part. Ils étaient inquiets par l'usage détourné de méthylphénidate avec des patients donc, qui s'injectaient pour la plupart ce produit et qui étaient des patients, on
va y revenir après, très difficile même à gérer pour ces structures qui pourtant avaient l'habitude de gérer les patients assez difficiles. Donc bien entendu, quand CUP comme nous, on s'intéresse énormément aux produits et qu'on entend ce message de la part de professionnels de terrain, bien entendu, ça a valeur d'alerte. Et ça a eu d'autant plus valeur d'alerte que quelques mois après, en novembre, eh bien cette fois-ci, ce ne sont plus les deux XAPA de Marseille, mais un CARUD des Alpes-Maritimes qui nous appelle et nous signale là aussi sa même inquiétude vis-à-vis du méthylphénidate, en avançant un chiffre quand même assez impressionnant qui est que ça concerne environ la moitié de sa file active. Alors vous voyez, cette étude, c'est dans ce contexte-là qu'elle s'est mise en place, et ça avait d'autant plus valeur d'alerte qu'il y avait eu un précédent dans la région en 2008 sur Marseille, qui avait valu à la DAS, à l'époque il n'y avait pas les ARS, il y avait les DAS, de diffuser une alerte auprès des structures. Alors bien entendu, un signal qui réapparaît 2 ans avant un précédent, bien entendu, le signal prend a fortiori toute son importance. Alors à l'époque, en 2008, on avait déjà fait un travail à partir des bases de données de l'assurance maladie, parce que comme ça a été dit, c'est quasiment devenu un outil des CUP que ces bases de données de l'assurance maladie, mais à condition d'y développer des indicateurs particuliers, parce que l'assurance maladie, les bases de données de l'assurance maladie n'ont pas comme vocation initiale de détecter les patients qui ont des comportements un petit peu particuliers, et donc grâce à une méthode sur laquelle je reviendrai, eh bien, une de mes collaboratrices, Elisabeth Froger, grâce à une méthode de classification, avait justement estimé par rapport au nombre de remboursements, de patients ayant un remboursement de méthylphénidate, la proportion de comportements déviants. Alors déviant n'est pas joli, je vous le conseille, c'est pour ça que c'est mis entre guillemets. On dirait plutôt comportement atypique, parce qu'ils vont voir plusieurs médecins, plusieurs pharmacies, c'est plus simple que le terme déviant. Et vous voyez que, le pourcentage de sujets ayant un comportement déviant avait augmenté jusqu'en 2007 jusqu'à 2%, et 2008 où on a eu un petit peu une alerte qui est remontée à 1,2. À l'époque, en 2008, on avait bien entendu regardé le programme Opidum, dont on a déjà parlé, qui passe par les structures spécialisées en addictologie qui voient les patients, et le méthylphénidate, on s'était déjà aperçu qu'il était un petit peu concentré tout de même dans les Bouches-du-Rhône, avec notamment une population dont Michel Malaret a déjà parlé, à savoir que sur les 13 patients qui avaient signalé un mésusage de méthylphénidate, il s'agissait pour plus des 3/4 de patients vus en milieu carcéral, mais en fait interrogés sur leur prise avant d'être incarcérés, donc il y avait un peu valeur aussi d'alerte quelque part. Donc ça c'était en 2008, donc c'est dans ce contexte qu'il nous a paru plus qu'intéressant en 2010, quand on a eu ces 2 signaux, signal à Marseille et ensuite signal confirmé dans les Alpes-Maritimes, eh bien de lancer une étude ad hoc en région PACA-Corse, et pas que Marseille. Alors qu'initialement, il faut vous avouer qu'en septembre, je pensais qu'à Marseille, naïvement et de façon très nombriliste, mais il fallait voir la région, a fortiori quand on a eu un petit peu une alerte sur la région de Nice. Donc on a fait une étude ad hoc en région PACA. On a rapidement mis en place un comité de pilotage, mon équipe avec Elisabeth Froger, Michel Pradari, Thierry Malardet, Xavier Thirion avec qui on travaille depuis de très nombreuses années. On a associé Paris, et Paris pourquoi? Parce que Samira Djezar est la responsable du CUP Addictovigilance de Paris, et c'est elle qui est en charge, comme Nathalie Richard l'a rappelé tout à l'heure, du suivi national du méthylphénidate, donc il était logique de l'associer à ce travail vu l'antériorité qu'elle a pour le suivi de ce produit. Et enfin, nous avons associé Jean-Christophe Catu du suivi de Marseille, parce que c'est lui qui nous avait signalé lors de notre tour marseillais des centres ce problème avec le méthylphénidate. Alors quand on fait une étude ad hoc, et comme chaque méthode prise individuellement a des biais, eh bien on a finalement décidé d'utiliser plusieurs sources d'informations, en partant du principe que chaque volet pris individuellement a des biais énormes, et c'est en compilant ces différentes approches qu'on peut mieux arriver à cerner un problème rapidement. Donc c'est ainsi qu'on a basé notre méthodologie sur un volet pharmaco-épidémiologique, en s'appuyant sur des indicateurs que l'assurance maladie utilise en routine pour détecter ce qu'elle appelle les super consommants. Et ça, on peut y avoir accès parce qu'on a depuis plus de 10 ans une convention en PACA-Corse avec nos collègues de l'assurance maladie.
Et puis nous avons aussi développé et validé en PACA Corse ce qu'on appelle l'indicateur de polyprescription avec Vincent Pradel, dont Michel Malaret a parlé tout à l'heure, qui est l'équivalent de ce que nos collègues américains appellent le doctor shopping, hein, qui est le fait d'aller voir plusieurs médecins en même temps pour avoir une dose plus importante de produits. Et on a regardé sur ces deux aspects comment donc évoluer les délivrances de méthylphénidate. Ensuite, bien entendu, les professionnels de santé nous intéressent, a fortiori parce que c'est eux qui avaient mis en évidence ce signal, parce qu'ils sont des acteurs de terrain, donc c'est eux qui voient mieux les choses que nous. Donc en interrogeant deux professionnels de santé tout de même très distincts, le réseau des pharmaciens, puisque les pharmaciens, on l'a vu, par les conditions très particulières de délivrance de ce produit, est une source d'information intéressante, les structures spécialisées, les XAPA, les CARUD, les unités d'affectologie, et enfin, ce qui nous intéressait aussi, c'était les patients. Parce que qui mieux que les patients, finalement, peut expliquer pourquoi il prend un produit et comment il l'utilise, pour quel effet, quelles conséquences ça a pour lui, etc. Donc on avait comme défi, c'est vrai que quand on l'a mis dans notre méthode, c'était un petit peu le défi, un peu l'inconnu de combien de patients allaient participer à cette étude. Et l'objectif, les objectifs de cette étude étaient multiples. Hein. Tout d'abord, de confirmer l'existence, parce qu'au début, on avait deux signaux, finalement, pas plus. Derrière ces deux signaux, il y avait à chaque fois qu'un seul cas. Donc, l'objectif vraiment de cette étude, c'était de pouvoir dire, est-ce qu'il existe réellement un phénomène qui émerge à nouveau? Quelle en est son importance? Importance en termes de nombre, s'agit-il que de 2 patients, ou beaucoup plus? Et également sa répartition géographique, parce qu'on sait aussi que dans le domaine de l'abus de la dépendance aux produits, il y a quelquefois des variations régionales, des effets modes, et l'intérêt c'est de savoir est-ce que le problème du méthylphénidate est que localisé dans le 12e, 13e, 15e arrondissement de je ne sais quelle ville, est-ce qu'il est beaucoup plus étendu que cela? Et puis enfin, il y avait toute une série d'objectifs qui nous tenaient à cœur, parce que quand on voit un petit peu les modalités de délivrance du méthylphénidate, eh bien on peut voir comme ça de façon très théorique qu'il est quand même assez drastique, mais encore faut-il savoir comment ces modalités de délivrance existent dans la vraie vie, et on sait que quelquefois il peut y avoir des gaps. Et puis enfin, quelque chose qui nous intéressait fortement, c'était comment le produit était utilisé par les sujets, par les patients, comment, pourquoi, quel effet, avec quelle dose, avec quelle fréquence, et quelles conséquences évidemment pour lui. Donc beaucoup d'objectifs, et parce qu'on avait un vide, notamment en France, sur ces informations. Alors première chose que l'on a pu avoir grâce à cette étude, c'est les données qui nous proviennent de l'assurance maladie, avec les fameux surconsommants que l'assurance maladie détecte. Et pour le méthylphénidate, ils détectent les surconsommants en faisant une extraction dans leur base de données des bénéficiaires qui ont une posologie moyenne de méthylphénidate supérieure à 60 mg, qui est la dose maximale tolérée, et pour lesquels cette dose est obtenue avec 3 prescripteurs différents ou plus. Et c'est comme ça que mes collègues de l'assurance maladie eh bien, m'ont donné des chiffres par semestre, hein, parce qu'à chaque fois ils font ces analyses par semestre, et on voit, ça c'est sur le total, que par exemple ces surconsommants étaient au nombre de 20 au 2e semestre 2008, puis ils sont montés à 25 au 1er semestre 2009, ensuite même chiffre au dernier semestre 2009, puis d'un coup au 1er semestre 2010, ça passe à 38 et ça double carrément au 2e semestre 2010, donc quelque chose quand même d'assez exponentiel qui confirmait que sans doute il y avait une alerte. Ensuite, on a donc utilisé des fameuses méthodes qui ont déjà été utilisées pour d'autres produits, hein, puisque je vous ai dit que nous travaillons à Marseille depuis, enfin en PACA Corse depuis plus de 10 ans avec nos collègues de l'assurance maladie. Donc on a utilisé ce qu'on appelle la méthode de classification qui schématiquement essaye de regrouper par classe des patients qui présentent des caractéristiques assez communes. Donc on essaye de modéliser tout ça et on essaye donc de regrouper les patients en fonction du nombre de prescripteurs différents, nombre de pharmacies, nombre de délivrances, nombre de defined daily doses et leur moyenne d'âge. Alors déjà, ce qui est intéressant quand on regarde les données évolutives de 2005 à 2009 à partir des bases de données de l'assurance maladie PACA Corse, c'est que si on regarde uniquement les sujets qui ont eu une délivrance au 1er semestre de chaque année et leur suivi ensuite sur les 9 mois suivants, eh bien on se rend compte, indépendamment de la notion d'abus, de doctor shopping, etc., eh bien on se rend compte que quoi? Eh bien que de 2005 à 2009, le nombre de sujets ayant eu au moins une délivrance de méthylphénidate a explosé, puisqu'il est passé de 640 en 2005 à 1385 en 2009, ce qui veut dire que carrément multiplié par 2,
Donc en termes d'accessibilité aux produits, indépendamment de l'abus, c'est simplement des données sur les délivrances, il y a eu une explosion multipliée par 2 le nombre de sujets ayant eu une délivrance de méthylphénidate. Et juste en aparté, ce sont des données qui sont également confirmées au niveau national. Il y a eu une explosion des délivrances au niveau national de ce produit qui peut sans doute être un facteur dans ce que l'on observe. Ensuite, si on utilise cette fameuse méthode de classification, eh bien, on se rend compte que parmi ces sujets, eh bien, il y a 2 groupes qui sont quand même des groupes qui sont un petit peu particuliers. Bon, certes, ce n'est pas non plus des chiffres énormes, mais c'est quand même 31 sujets pour le groupe A et 31 sujets pour le groupe B. Vous voyez qu'ils ont 6,5 prescripteurs différents, pour le groupe B, 14 prescripteurs différents. Ils ont un nombre de pharmacies différents de 6,5 et 12,4. Un nombre de délivrances qui est de 24 et là de 48, un nombre de DDD qui est énorme, et un âge, vous voyez, qui est de 36 ans et 34 ans. Je vous ai fait grâce de toutes les autres classes que nous permet de mettre en évidence cette méthode de classification, mais sachez que toutes les autres classes qui ont été mises en évidence par cette méthode, en termes de caractéristiques, c'est très 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 différent, et notamment sur l'âge, où c'est plutôt 12 ans d'âge et pas 36 ans, comme on le voit dans ces 2 groupes-là. Et le nombre de prescripteurs pour ces enfants de 12 ans en moyenne qui ont une prescription de l'IPA, le nombre de prescripteurs c'est autour de 2, dans nos pharmacies c'est donc très différent. Donc ça confirme le fait que c'est bien des gens qui ont un comportement atypique déviant que l'on voit au travers de ces classes. Alors ensuite, ce qui était intéressant par rapport à ces données de l'assurance maladie, c'est de savoir où se répartissaient ces fameux 41 sujets et 31 sujets. Et c'est là où on voit, grâce à l'identification du bénéficiaire, qui est anonyme, on n'a pas, tout ça est recodé, on n'a pas bien entendu les données identifiantes des sujets. Néanmoins, on a leur origine en termes de département, et vous voyez qu'on a confirmation eh bien, que ces patients qui ont un comportement atypique eh bien, sont issus de 2 régions, de 2 départements, que sont les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Alors, on a aussi utilisé le fameux indicateur de Dr Shopping, on l'a mis au point et validé avec Vincent Pradel dans le cadre de sa thèse d'université il y a maintenant plusieurs années, pour lequel on avait trouvé, tout à l'heure Michel Malarel a souligné des indicateurs de Dr Shopping aux alentours de 20% pour la buprenorphine. Pour le méthylphénidate, on trouve des pourcentages qui vont jusqu'à 3,2 en 2009, qui sont certes très loin de la buprenorphine au dosage, mais qui sont quand même des pourcentages, pour vous donner un petit ordre d'idée, qui est ce que l'on observe quand on fait le même type de calcul pour le clonazepam, pour le Rivotril. Pour vous donner une petite ordre d'idée, en sachant qu'on a validé cet indicateur sur des molécules témoins négatives d'abus, comme par exemple l'isotrétinoïne, des antibiotiques, des sulfamides, etc. Et en fait, on a un bruit de fond qui est de 1%, c'est-à-dire au-dessus de 1%, ça veut dire quelque chose, en dessous de 1%, c'est du bruit de fond lié à la méthode. Et ce qui est très intéressant quand on voit là aussi cet indicateur Dr Shopping, c'est qu'on peut regarder qu'il est de 3,2% en PACA Corse, mais qu'il y a quand même un distinguo entre Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône. Et chose aussi intéressante, on peut voir que ce Dr Shopping en fonction de la forme galénique, et il semblerait au travers de ce Dr Shopping que ce soit surtout la forme à libération immédiate qui remporte les suffrages des abuseurs, alors que vous voyez que le méthylphénidate à forme à libération prolongée a un taux de 0,1%, donc un taux qui est un taux résiduel, on va dire, de bruit de fond. Alors on a, comme je vous l'ai dit, aussi complété ces données par les pharmaciens, puisque les pharmaciens dans la délivrance du méthylphénidate ont un rôle important à jouer. Donc on est passé par notre réseau de pharmaciens sentinelles qui existe au niveau national, mais aussi donc, en région PACA. Donc Corse, donc on a envoyé ce questionnaire à 192 pharmacies, on a eu un retour de 44 questionnaires qui correspond au taux habituel de retour, même si on aimerait que ça soit plus important auprès des pharmaciens. Donc on les a interrogés, donc je ne vous ai pas mis les résultats en entier de ce questionnaire, je vous ai mis les points essentiels, à savoir quel était le nombre de patients à qui la pharmacie avait dispensé le méthylphénidate le mois dernier. Il y a 55 patients, vous voyez qu'il y a 36 mineurs, mais il y a quand même 15 majeurs. Fait intéressant quand même qui nous a un petit peu inquiété quand on a vu ces résultats, c'est qu'on a posé la question avec quelle fréquence les patients présentaient leur fameuse prescription initiale hospitalière, puisque normalement ils doivent la présenter systématiquement. Et là on apprend que dans 7 pharmacies ce n'est jamais présenté, voire parfois, et toujours ça ne l'est que 13 fois sur 31, ce qui veut dire que visiblement
c'est pas tout à fait appliqué. Il y a aussi là visiblement un gap entre la théorie et la vraie vie. Sur le nom des ordonnances, le nom de la pharmacie apparaît-il. Vous savez que depuis le 1er avril 2008, normalement, il doit être mentionné. Et c'est là où on se rend compte que 11 fois sur 32, eh bien, il n'est pas mentionné, même parfois que dans 3 sur 32. Et puis on a demandé également à la fin si les pharmacies étaient au courant de cette problématique de l'abus avec les méthylphénidates, et 3 pharmacies sur 39 en avaient connaissance. Ça correspondait à 3 départements différents, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, et en commentaire, il nous était rapporté la notion de force ordonnance volée, le fait qu'il n'y avait pas de fameuse prescription initiale hospitalière, et donc le problème des fausses ordonnances, on l'a vu, c'était un produit qui ressortait sur nos diapos, qui montre en effet que c'est quelque chose qui existe. Donc les structures spécialisées, on les a interrogées, donc on a fait des entretiens semi-directifs par téléphone, et je tiens à remercier encore les personnes, les responsables de ces structures qui se sont livrés dans un timing très serré à cet exercice de site qui n'est pas facile. Donc c'est dans mon équipe Elisabeth Froger et Michel Spadari qui se sont occupés de ces entretiens, ces 36 entretiens semi-directifs avec les responsables de ces 44 structures. L'abus a été signalé lors de ces 21 entretiens, et là aussi confirmation que ça existe aussi bien dans les Alpes-Maritimes que dans les Bouches-du-Rhône. Alors on avait essayé, mais c'était sans doute trop ambitieux et trop difficile à appliquer, à estimer le nombre d'usagers concernés, et d'après les entretiens, ça allait de 340 sujets qui seraient probablement concernés par ce problème, mais il est vrai que c'est un chiffre à prendre avec énormément de distance aussi, puisque d'abord tout ceci était anonyme, hein, donc il peut y avoir des doublons, des triplions, les patients, on sait qu'ils naviguent entre plusieurs structures, mais on avait simplement envie au travers de cette question d'avoir une idée avec des guillemets, et pas d'avoir une valeur quantitative exacte. Ces structures spécialisées, on les a aussi questionnées sur les modes d'obtention et les motifs de prescription. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs modes d'obtention qui ont été rapportés, mais ce qui nous est surtout revenu, c'est le problème avec la prescription par les médecins généralistes de ce produit, où plusieurs centres ont signalé que les médecins généralistes prescrivaient facilement, qu'il y avait des difficultés à cadrer la prescription, et que ce produit donc était facilement obtenu dans la rue. Enfin, une information que nous ont fait remonter de centre, c'est que l'association Ritaline, avec un produit dont on vient juste de parler avant, était une association qui plaisait beaucoup aux usagers. Donc nous, quand ça plaît, ça nous inquiète toujours, hein, on ne voit pas que le bonheur dans l'association de produits. Ensuite, le volet patient, c'est un petit peu l'énigme de cette étude. Allons-nous arriver à avoir les informations auprès de patients? Ces missions accomplies. Et missions accomplies là aussi grâce aux structures qui ont trouvé des moyens internes pour justement pouvoir interroger leurs patients. Donc nous avons analysé 64 questionnaires issus de 13 structures différentes, aussi bien des structures des Alpes-Maritimes que des Bouches-du-Rhône d'ailleurs. Il s'agissait de façon majoritaire d'hommes, dans 72%, moyenne d'âge autour de 35 ans, des gens en situation assez précaire, puisque seulement 6% avaient une activité professionnelle. Il y avait une notion de prise de stimulants hors méthylphénidate au cours de la vie qui est assez importante, avec aux alentours de 92%. C'était des injecteurs pour la plupart, hein, les polytoxicomanes injecteurs pour la plupart, et la notion de TADA, puisque ça on en entend beaucoup parler, et bien finalement on n'a pas pu se retrouver que ça. Alors c'était la notion vue d'eux-mêmes, hein, il n'y avait pas de diagnostic psychiatrique qui était fait. En tous les cas, 9 sujets rapportés avoir eu cette notion de TADA, dont seulement 3 traités par méthylphénidate durant l'enfance. Donc les données de consommation, c'était aussi bien la Ritaline 40 que la Ritaline 10. En termes de fréquence, c'était moitié-moitié de l'occasionnel et du quotidien. Un nombre de fois par jour qui était quand même plus qu'important, puisque énormément de sujets le prenaient avec une moyenne de plus de 10 fois par jour, avec même des sujets qui en prenaient jusqu'à 28 fois par jour, et des posologies qui étaient assez énormes, puisque certains sujets en prenaient jusqu'à 2800 mg par jour, et une voie intraveineuse qui était utilisée par la majorité des sujets, et un début de consommation là aussi qui n'était pas récent, puisque la moitié d'entre eux le consommaient depuis quelques années. Le mode d'obtention qui recoupe avec ce que nous disaient les structures, hein, c'est-à-dire des modes d'obtention multiples sans pouvoir acquérir les fameuses doses dont ils ont besoin. Et quand même un fait important qui souligne tout l'intérêt de compiler plusieurs approches, c'est que l'assurance maladie permet certes d'avoir un focus, mais quand même il y a un biais,
c'est que quelquefois les patients ne se font pas rembourser systématiquement et préfèrent payer, sans doute peut-être pour ne pas se faire dépister. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de connaître les motifs de consommation. Donc, il y avait se sentir mieux, avoir une stimulation, être euphorique, augmenter la vigilance, perdre du poids dans 6% des cas, l'autosubstitution dans 11% des cas. Et ce qui quand même était assez inquiétant, mais qui recoupe avec finalement ce que nous disaient les structures dès le début, au mois de septembre, c'est les conséquences sanitaires de cet usage, puisque 88% des sujets rapportés avoir eu des problèmes de santé, l'insomnie, la perte de poids, la dépression, les hallucinations, perte de poids relativement importante, et c'est vrai qu'on le retrouve dans un des posters sur le méthylphénidate rapporté par l'équipe Lançon, des troubles cardiaques, et puis les difficultés aussi à arrêter. Alors il y a plus de la moitié des sujets avaient tenté d'arrêter, mais non sans mal, et simplement 16 sur 31 avaient réussi à arrêter. Enfin, tous ont mentionné des difficultés lors de la descente, ayant nécessité même pour certains de prendre des produits, dont le Skénan que l'on retrouve encore à ce niveau-là, pour pouvoir gérer la descente. Donc en conclusion, puisqu'il faut conclure, je pense que cette étude souligne une fois de plus ce qui a été dit, c'est-à-dire tout le rôle et toute l'importance des professionnels de santé de terrain pour justement faire remonter ces informations précieuses dans la veille sanitaire liée aux produits et à leurs risques, et à les documenter, à les tracer et à l'écrire, parce que sans ça, il est difficile de faire remonter les décisions et de les prendre. L'intérêt aussi de cette méthode qui a permis de confirmer un signal, et on n'a pas créé et découvert quelque chose, on a simplement utilisé ce que les Américains avaient souligné lors d'un récent congrès qu'il y avait eu sur comment justement pointer du doigt quelque chose qui est dissimulé et comment détecter au mieux les signaux. Alors l'estimation du nombre précis de cas reste, vous l'avez compris, difficile, mais en tous les cas, tout laisse à penser qu'il est pas loin d'être marginal. Et puis on a eu 60 patients qui ont répondu, donc visiblement il y a au moins 60 patients en région PACA, Corse. Et puis l'apport multiple de cette étude, je pense que cette étude est florissante de données en termes de localisation géographique, de caractéristiques de patients, sur les modalités de consommation. Et comme Nathalie me presse, j'enchaîne sur la dernière conclusion qui montre en tous les cas que la situation actuellement semble circonscrite à la région PACA-Corse. Alors pourquoi circonscrite? Parce que ça fait l'objet d'un suivi national par Samira Djeza, et les autres informations, du moins disponibles et qui nous remontent dans les autres régions, laissent à penser qu'il n'y a pas d'effet similaire dans d'autres régions. Mais attention, il faut être vigilant. Souvent en PACA-Corse, les choses ont émergé et ça a fait d'âge d'huile, et puis les patients ne restent pas uniquement dans un département, ils voyagent aussi, donc ils peuvent faire connaître ce produit ailleurs. Il y a des risques sanitaires qui sont liés à l'injection, Béatrice Istanbul en a bien parlé tout à l'heure, et d'ailleurs dans la littérature, avec la Ritaline, il y a aussi des problèmes de talcose, des problèmes pulmonaires, donc qui n'ont pas émergé là lors de l'étude, mais qui existent et qui eux sont bien documentés. Et enfin, il y a quand même un contexte international avec ce produit qui est connu depuis longtemps, notamment aux États-Unis, mais aussi dans un pays plus proche, la Suisse, avec des données là aussi récentes qui montrent que le nombre de cas et d'abus avec ce produit en Suisse a augmenté, avec, c'est ce que montre le petit graphique qui est là, qui est un papier récemment publié en 2009, et qui montre que là aussi en Suisse, le volume de vente de ce produit a explosé. Et donc, ceci a sans doute un lien. Donc, pour terminer, juste vous remercier une fois de plus d'avoir participé. Et même si il y a les calanques à Marseille et que c'est pas aussi joli que la plage de Biarritz, je voulais quand même terminer sur un point positif. Voilà, merci beaucoup.